Bonjour, bonsoir, encore une fois, bienvenue à votre série de formations sur l'initiation à la négociation commerciale qui a été mise en place dans le cadre des séries de formations Impact 10 000 qui ont été mises en place par le MMFLP, qui c'est le Mouvement mondial des femmes et des filles leaders panafricaines et caribéennes. On a déjà vu, grosso modo, en quoi consiste cette formation sur l'initiation à la négociation commerciale, mais aujourd'hui, nous allons voir les généralités sur l'initiation à la négociation commerciale. On va rentrer dans le vif du sujet sans passer du temps, parce que le but n'est pas de faire un exposé théorique, mais c'est de passer de manière pragmatique à des choses importantes. Voilà. Alors, en termes de généralité, c'est quoi la négociation? Comme on avait déjà vu dans les deux conférences précédentes, les deux visioconférences précédentes, nous avons parlé en quoi consiste la négociation. On dit, la négociation que l'on rencontre partout dans tout ce qu'on fait, dans la vie moderne, soit dans notre entourage familial, dans votre foyer, euh, parents, enfants, mari, femme, femme, mari, on rencontre toujours la négociation. Et avec vos camarades de classe, quand vous étiez à l'école, mais même si vous êtes toujours à l'école, c'est la même chose. Autre chose, pourquoi on fait la négociation, c'est déjà, c'est pour argumenter ou bien convaincre une personne ou un groupe ou bien convaincre une catégorie de personnes par rapport à une idée ou bien par rapport à un objectif ou par rapport à un projet. Alors, mais ce cours sur l'initiation à, à la négociation commerciale vous permet déjà à la fin de trouver des arguments soit pour convaincre ou bien pour d'accepter d'être capitulé dans le cas d'une négociation. Voilà, parce que c'est important. Et la chose qu'on n'a pas encore mentionnée, surtout dans la relation au travail, quand vous négociez votre salaire et vous jugez que votre salaire n'est pas acceptable par rapport au travail que vous fournissez, et dans ces cas-là, vous négociez pour votre salaire. Ça permet aussi de mieux gérer si vous êtes gestionnaire aussi, vous devez négocier avec vos salariés. Ne considérez pas vos salariés comme des subalternes que vous devez manipuler comme vous voulez, parce que ce sont des collaborateurs. On parle le terme collaborateur, bien que c'est un terme capitaliste qui rien dit des fois, mais quand on dit collaborateur, c'est quelqu'un avec qui on collabore, hein, de relations qui nous permettent d'arriver à un objectif commun. L'objectif commun, c'est pour faire fructifier la boîte, l'entreprise. Et bon, c'est très bien, les patrons, les gérants, généralement, ce qui les intéresse, c'est le profit. Bon, c'est ça. Mais dans l'ensemble, essayez de voir que vous avez un objectif commun. L'objectif commun, d'une part, c'est fructifier l'entreprise et d'autre part, peut même dire le premier objectif, c'est de satisfaire le besoin ou satisfaire un besoin au sein de la société que l'on vit. Parce que c'est important. Aussi, dans ce cas-là, on négocie toujours. Si on est chef d'équipe, on négocie toujours avec l'équipe. Pour bénéficier le potentiel de chacun, il faut négocier. Il faut négocier et donner des responsabilités et reconnaître quand quelqu'un fait quelque chose, reconnaître ce que la personne va faire, reconnaître ses capacités, reconnaître ses compétences. Ça, c'est important. Quand vous travaillez avec quelqu'un c'est vrai, ne mettez pas en tête que la personne qui travaille avec vous dans votre équipe, sans vous, la personne n'allait pas avoir un emploi. Et puis, c'est grâce à vous que la personne
à un emploi et aussi à un salaire. Il ne faut jamais réfléchir comme ça. Quand vous réfléchissez comme ça, vous n'allez rien bénéficier au final. Vous ne pouvez pas vous mettez en position pour ne pas bénéficier de la potentialité ou bien les potentiels de la personne que vous avez dans votre équipe. Ça, c'est important. Il faut toujours valoriser le travail de n'importe qui dans votre équipe. Même la personne qui passe le balai. Cette personne qui passe le balai, mais vous ne pouvez pas le faire. Peut-être, oui, vous savez faire, comment, vous savez comment passer un balai, mais si c'était à vous de le faire, euh, passer le balai, vous devez vous lever très tôt pour partir pour tout nettoyer, balayer, pour préparer l'espace pour que les salariés puissent venir travailler sans problème, vos collaborateurs déjà. Et en plus, par rapport à ça, euh, peut-être vous avez des enfants, les enfants ne vont pas voir maman pour dire maman, au revoir maman, à plus tard, etc. Vous voyez? Et vous allez être fatigué, vous n'allez pas être efficient. Il faut penser à ça, c'est une contribution. Chacun est important au sein d'une entreprise ou bien au sein d'un groupe. Ça, c'est important. Et bon, dépendamment du caractère de la personne ou bien de l'esprit de groupe de la personne. Il y a des personnes qui acceptent de souffrir, mais en fixant l'objectif commun pour dire c'est pour le bien-être de l'équipe, c'est pour le bien-être du groupe, c'est pour le bien-être de l'entreprise, ou bien d'une association. Surtout dans les associations, c'est là qu'on trouve les gens piétinent les autres dans les associations. Ça arrive souvent dans les associations. Comme il n'a rien à gagner, généralement, il y a le côté partisan. On va voir des gens qui sont mieux avec d'autres. C'est pour cela, certains cherchent à descendre l'autre. Ça, c'est fait gratuitement. C'est de la méchanceté gratuite. Alors ça, dans ce cas-là, si vous êtes dans une association, vous êtes responsable, il ne faut pas répéter ces gens-là. Je connais une personne, hein, chaque fois qu'elle a un besoin, elle fait appel à moi pour me dire, alors, est-ce que vous connaissez telle personne qui pourrait m'aider à faire telle ou telle chose? Ouais. Ou bien, est-ce que vous pouvez m'aider à faire telle ou telle chose? Voilà, je connais une autre personne qui souffre toujours ces genres de comportements. Alors, ce n'est pas bien quand même, ce n'est pas bien. Quand on parle de la négociation, déjà, il faut mettre tous les mauvaises foi de côté. Il faut mettre toutes les mauvaises foi de côté et tous les mauvais, euh, tous les mauvais principes hein, que vous ayez, peut-être vous avez acquis dans le passé, vous mettez tous ces mauvais principes de côté pour pouvoir négocier. Aller avec la tête haute et aussi votre cœur rempli de joie pour pouvoir mieux négocier. Voilà, acheter et vendre, c'est pareil, d'être toujours souriant. Vous voyez les vendeurs ou vendeuses, les vendeuses surtout, ils sont toujours souriantes. Qu'est-ce que vous avez constaté? Ces vendeuses-là, euh, même si ces vendeuses-là n'arrivent pas à n'arrivent pas à vendre ou bien au courant de la journée, mais au moins le contact humain, ça paye pour cette vendeuse-là. Peut-être les personnes qui passent qui reçoivent ces sourires, et ces personnes-là vont revenir peut-être demain pour acheter ou bien après-demain. Ça, il faut penser à ça. Ça, ça fait partie de la négociation aussi. Voilà, on négocie ses objectifs. Là, on a pris l'exemple des associations. Une entreprise, c'est pareil. Hein, vous négociez les objectifs avec qui? Avec vos salariés, vos collaborateurs. Mais si vous êtes salarié, vous travaillez dans une entreprise, dans un institut, vous négociez vos objectifs. Mon objectif n'est pas rester toujours avec ce même salaire. Mon objectif, c'est de progresser. Il faut que j'ai plus de responsabilités. Vous voyez, c'est ça. Surtout quand on fait les entretiens annuels. Hein. Moi, je découvre ça. Dommage, je n'ai pas été formé. Quand j'étais étudiant, il n'y avait pas de modules hein, étudiant à l'université. Il n'y avait pas des modules sur la négociation, mais quand je passe des entretiens annuels euh, pour, pour mon deuxième emploi, entretiens, des entretiens annuels hein, pour mon deuxième emploi, pour me dire comment je vois l'avenir. Mais je ne savais pas quoi dire.
Mais maintenant, j'essaie, j'ai tout mon discours, même que je peux dérouler dans les entretiens sans problème, n'importe quel entretien sans problème. Mais avant, je ne savais pas. Ah, ça, c'est important. Vous négociez vos objectifs. Vous dites que je travaille ici. Mon objectif, c'est d'avoir plus de responsabilités. Mon objectif, c'est de gérer une équipe de tant personnes. Ça, quand vous présentez ça, on voit que c'est quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui veut progresser, et en même temps, on va miser sur cette personne. Alors, vous devez toujours chercher à faire avancer ces idées. C'est pas juste de manière un peu maladroite pour dire que, bon, je présente ces idées, ce sont mes idées, j'ai campe sur mes positions. Il ne faut pas faire comme ça se passe dans les médias surtout les médias en France. Voilà. Certains médias en France, pas tous les médias, certains médias en France, on voit des personnes qui viennent avec des narratifs, qui déroulent leur narratif comme ça pour dire, moi je l'ai dit, tel groupe est comme ça, je l'ai dit. C'est bon. C'est pas parce que vous dites les choses, vous répétez les choses, vous parlez ou bien vous dites les choses fort avec une voix haute et puis vous pensez que c'est de la vérité. Mais non, pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est de l'argumenter, c'est d'argumenter vos idées. Vous avancez vos idées, vous basez vos idées sur des arguments. Et ce n'est pas des arguments fallacieux. Ce que ça, je peux vous dire des choses. Je travaille avec quelqu'un dans le cas d'un groupe, hein, c'est souvent comme ça. Et cette personne présente souvent des arguments qui correspondent seulement à son milieu, seulement à lui. Alors, là encore, pour être un bon négociateur ou une bonne négociatrice, hein, euh, il faut faire avancer ses arguments à partir faire avancer ses idées à partir des arguments factuels factuel, hein, ce que les études ont révélé. On parle des vraies études, des bonnes études. Parce que même les études, parfois, sont fausses. Même les résultats des études sont faux, des fois, parce que ce sont le plus souvent manipulés. Même dans certains cas, bien sûr. Dans certains cas, euh, ils ne vont pas prendre, vont pas prendre l'idée que un chercheur qui avait charbonné dans son coin, qui avait passé son temps à travailler dans les laboratoires pour trouver des résultats, les laboratoires, généralement, laboratoires publics, hein, et ils vont chercher une idée qu'un auteur de laboratoire privé cité bien un auteur d'un laboratoire privé a trouvé ou bien maquillé, sorti des choses, et puis ils vont dire, voilà, c'est la vérité, tout le monde va en parler. Il y a une autre machine que les gens utilisent souvent, les sondages. Les sondages ont dit ça. Si les sondages ont dit ça, c'est la vérité. Alors, ce que ces gens ont oublié quand on parle du sondage, on a une base de sondage. Base de sondage, hein, et parfois, hein, bon, généralement, cette base-là ne reflète pas la réalité, parce que pour avoir une base de sondage qui représente la réalité, qui représente la population globale, il faut des moyens, il faut de l'argent. Hein. Les instituts n'ont pas assez d'argent pour faire ce travail. C'est pour cela qu'on voit le plus souvent, hein, si on prend l'exemple des élections en France, hein, parfois ils font des projections selon les sondages. Depuis plus de 20 ans, ils font ça. Mais au final, on a d'autres résultats. Parce que les gens qui ont été sondés, ces gens-là ne correspondent pas vraiment avec la réalité française. OK, voilà, c'est ça. Quand on dit il faut avancer ses idées, mais il faut positionner vos idées sur des exemples concrets, sur des expériences concrètes, des expériences concrètes, des récits concrets. Ça, c'est important. Hein. C'est ça qu'on fait dans la négociation. Voilà. Et puis, on dit dans votre entourage professionnel, hein, vous faites de la négociation avec vos supérieurs hiérarchiques, hein, surtout pour négocier votre emploi du temps, pour négocier vos missions, sur vos missions, pour négocier sur des tâches allouées à vous, à votre profil, euh, ou bien négocier votre salaire, c'est plus important, pour négocier une promotion, ça c'est important. Avec les subalternes, quand vous donnez des ordres qui ne sont pas respectés, bon, ordre.
Je saute en ligne droite. Puis bon, vous attribuez des tâches. Pas des tâches, pas des autres. Vous attribuez des tâches à des personnes qui sont au bas de votre niveau hiérarchique. C'est que vous devez négocier avec ces personnes-là. Si on voit on dit à la personne de faire telle ou telle chose, la personne fait l'inverse, il faut négocier avec la personne. Il ne faut pas s'énerver. Ça, moi, j'ai assez souvent, hein, au moins une fois par mois, des personnes qui s'énervent sur d'autres dans une équipe de travail, comme c'est lui le responsable, il s'énerve, il s'énerve. Et quand ça arrive, hein, et on voit que cette personne-là manque d'éducation et de formation. Et si on voit que la personne répète la même erreur plusieurs fois, ce qu'on fait avec la personne, on ne dit pas de souci, on va travailler ensemble, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, vous travaillez, vous montrez à la personne comment faire. Ce n'est pas de mettre la personne devant le fait accomplir pour dire à la personne corrigez ça, corrigez ça, corrigez ça. Là, vous n'êtes pas leader, vous êtes un chef. Quand on dit le mot chef, on l'emploie souvent, mais il ne faut pas abuser. Parfois, la personne qui vous appelle chef ou bien patron, patronne, c'est juste par courtoisie, hein. C'est juste par courtoisie. Ça, il faut penser à ça. Donc, c'est là qu'il y a la négociation. La négociation. Je travaille avec quelqu'un qui est tellement compliqué. euh, bon, c'est dans le cadre d'un consortium. Consortium, plusieurs groupes qui créent ce consortium. Il y a un conseil d'administration géré, qui gère le consortium. Moi, je fais partie des consultants, hein, des administrateurs du conseil. On a des personnalités, des délégués de direction, et ces délégués de direction qui font un travail exceptionnel. Exceptionnel. Alors, juste par rapport à un concept, quelque chose, hein, la personne, le PDG voulait qu'on intègre, hein, on a dit au PDG, ça ne correspond pas avec cette réalité parce on a un consortium, hein, il y a des cultures d'entreprise qui sont différentes d'une entreprise à l'autre, ou bien d'une structure à l'autre. La personne a dit, bon, c'est comme ça, moi je suis dans une grosse entreprise, c'est comme ça marche. Au final, elle dit, bon, si c'est comme ça, je vais donner ma démission. Bon, c'était une pression. Et après, la personne commence à hurler dans une réunion très fort, hurler à tel point on était obligé de se déconnecter de la réunion. C'était une réunion par médias interposés. On était obligé de se déconnecter et puis revenir après. Parce que cette personne-là qui est responsable veut que les choses se fassent à ses manières, mais la personne n'a pas montré l'exemple. Et en plus, et quand ça arrive, hein, on est face à des idées, hein, on a une bataille d'idées. La bataille d'idées, c'est très conflictuel. D'accord? Il ne faut pas jouer avec ça. Et voilà, la meilleure chose à faire, c'est de montrer comment ça se passe, comment ça fonctionne. Pareil, moi, j'ai souvent des étudiants avec moi qui préparent leur mémoire de fin d'études, hein. Chaque fois, j'envoie des commentaires, on discute au téléphone, on dit il faut changer ça, il faut changer ça. Quand je vois que l'étudiant continue à m'envoyer son rapport avec les mêmes erreurs, j'ai dit il faut m'envoyer en format web. En format web, je fais des commentaires à côté, après je corrige, je montre comment il faut faire. Parce que c'est important. Et au final, on voit que cet étudiant vous remercie, va suivre ce que vous avez proposé, et puis au final, on n'aura pas de problème. On n'aura pas de problème. Voilà, avec vos collègues, vous négociez, même pour aller manger ensemble pendant la pause, même pour aller manger un bout, pour aller prendre un café, bon, ou un thé. Alors, c'est la même chose, hein. Vous négociez avec vos collègues. Les clients, on avait déjà parlé. Et puis, euh, et toujours, ça permet déjà, si vous êtes responsable, ça permet aux collaborateurs de se rallier ou bien de s'adhérer à l'identité de l'organisation, à savoir sa vision, ses objectifs, ses stratégies et valeurs. Alors, bon, je prends l'exemple, hein, d'un collègue avec qui je travaille. Je travaille on est responsable, hein, de deux volets importants, soit la communication et aussi méthode.
communication et méthode. Avec le collègue m'avait proposé pour dire que on a le logo, est-ce qu'on peut mettre une croix à côté ou bien mettre un rectangle pour entourer le sigle. Mais quand même, ça ne correspond pas à la vision de l'entreprise et aussi à l'identité, à la charte visuelle de l'entreprise. Si vous faites ça, vous faites une autre stratégie de communication. La personne m'avait dit non, 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 on peut le faire. Il dit non, quand même, ça ne se fait jamais parce que vous faites une autre communication sur le visuel, vous dénaturez le visuel. J'étais obligé de chercher la charte graphique pour envoyer avec la personne pour convaincre la personne. Des choses qu'il faut faire avec un logo, qu'il ne faut pas faire avec un logo, qu'il faut faire avec un sigle, qu'il ne faut pas faire avec un sigle. Vous voyez, tout ça, c'est important, mais c'était par rapport à ses compétences. Hein. Ses compétences étaient totalement limitées dans le domaine de la communication. C'est là encore, est-ce que si j'ai passé du temps à discuter, peut-être on allait perdre 30, 40, 50 minutes sans trouver une solution. Mais quand je montre à la personne où se trouve le problème, et la personne lit, la personne voit, et puis la personne dit, bon, vous avez raison, on fait comme vous avez proposé. Voilà, ça c'est important. Bon, on a passé notre temps à parler, à projeter sur euh, la négociation. Maintenant, parlons un peu des éléments de définition. Je n'ai pas passé mon temps avec vous à parler de la définition selon tel ou tel auteur. Ça, vous aurez le temps, vous pouvez consulter. Pourquoi je vous donne ces clés? C'est juste pour vous dire que vous pouvez consulter ces auteurs, leurs livres. Ça vous permet au moins d'avoir une idée encore plus loin, plus approfondie, pas plus loin, plus approfondie pour aller plus loin. Alors, et on dit que ce sont des démarches dans le cadre d'une entreprise, hein, déjà, hein, qui permet de conclure un accord, d'arriver à un accord, conclure un accord. Alors, c'est ça. Quand on négocie hein, dans le cadre d'une entreprise ou bien des entreprises, on cherche à conclure un accord. On cherche à conclure un affaire, d'arriver à un consensus. Ça, c'est important. D'accord? Et voilà. Ça, c'est le cadre d'entreprise. Mais dans le cadre politique ou sociétal, on dit que c'est la rencontre de deux parties opposées qui veulent régler leurs divergences par un arrangement. Et dans le cas des conflits armés entre deux pays ou bien à l'intérieur d'un pays, entre deux zones ou bien deux blocs ou bien un bloc contre le gouvernement. D'accord. Ce qui est important, c'est de trouver le point commun. Si on n'arrive pas à trouver un point commun, il n'y aura jamais d'accord, si. Il n'y aura jamais d'arrangement, ça c'est important. Il n'y aura jamais de paix, c'est ça. C'est le point commun. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que chaque partie veut? Alors, et les deux parties. C'est ça qui est important, de voir ce que chaque partie veut et les deux parties au final. Et puis là encore, si on parle de conflit, qui est l'agresseur, qui est l'agressé, et aussi qui a été à l'origine aussi de ce conflit. Tout ça, c'est important. Voilà, si vous êtes négociateur pour les deux parties, hein, pour l'une des deux parties, c'est ça qui est important déjà, c'est trouver le point commun. Qu'est-ce qui nous unit? Voilà, qu'est-ce qui nous unit? C'est une chose. Et deuxième chose, c'est pourquoi l'autre partie rentre en conflit avec vous. Ah, ça, c'est important. Voilà, on dit ces processus d'échange hein, qui permettent de créer hein, ou bien de tisser une relation. Créer une relation, d'établir une relation. Ça, c'est toujours dans le cadre de la psychologie sociale, du cadre sociétal, dans la psychologie sociale. Aussi, ça permet d'établir une relation. Ça n'a rien à voir avec le business, mais c'est dans la vie courante. Hein. Quand vous échangez avec les membres de votre famille, hein, ou bien de votre entourage, vos amis, les personnes que vous rencontrez, hein, ou bien des personnes, si vous êtes en déplacement, vous êtes en déplacement à l'international, les personnes que vous entendez parler, qui parlent la même langue maternelle que vous, ça aussi. Comment vous allez vous
approcher cette personne-là, pour échanger avec cette personne-là, pour établir une relation avec cette personne. Même dans le cas des vies de couple, hein, ou bien, c'est la même chose. Hein. Des vies amoureuses, c'est la même chose. Vous rencontrez, vous discutez déjà, négocier, et ça permet d'établir une relation. Euh, et alors, autre chose aussi, on dit, ça permet surtout la négociation. Ce qui a donné naissance à la négociation moderne qu'on parle de nos jours, c'est le processus de gestion des désaccords. Chacun, chacun campe sur sa position. D'accord? Chacun campe sur sa position. Il faut mieux gérer la position de chacun et afin d'arriver à un consensus. C'est ça. Voilà, c'est important. Quand on dit quelqu'un, moi je suis spécialisé dans la gestion des conflits, quand j'entends ça, il dit, mais quand même, vous êtes spécialisé dans la gestion de conflits. Maintenant, je suis spécialisé dans la compréhension des conflits qui permet d'aboutir à un résultat. Le résultat, c'est un truc qui est de la paix. On ne peut pas être spécialisé dans la gestion des conflits. Parce que chaque conflit a ses origines. Et chaque entité impliquée dans un conflit possède ses vraies valeurs, ses avant, et possède ses vraies valeurs et aussi sa propre culture. C'est ça qu'il faut chercher à comprendre. Si on ne cherche pas à comprendre, on va commettre l'erreur. C'est pareil, bon, prenons le cas de rencontre Macron, discussion entre Emmanuel Macron, les premières discussions entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Pour Emmanuel Macron, qui a sa culture française, qui décide, c'est l'État qui décide, et puis le peuple suit après. Pareil, c'est l'État. Quand l'État dit quelque chose, quand l'État propose quelque chose, tout le monde suit. Pour Emmanuel Macron, c'était impensable hein, de voir que les gouvernements de l'Ukraine allaient négocier avec les autonomistes du Donbass, dans Donetsk et Zaporijie. Alors, c'était impensable, impensable quand même, d'où ça sort. C'est là, bon, Vladimir Poutine a dit, mais vous n'avez pas lu, déjà, vous n'avez pas lu. Et puis, c'était un autre contexte, un autre contexte. Ça n'a rien à voir avec le contexte français. C'est ça aussi. Dans ce cas, c'est quelqu'un qui est intelligent, euh, qui a eu pas mal d'expérience dans le passé, mais ce petit cas-là, c'était un nid pour lui, il ne comprenait pas. C'est bon, c'est pas qu'il ne comprenait pas, il a mis ça dans son registre à lui. Alors, il a pris ça dans sa manière de penser, de réfléchir, qui est totalement différente euh, à la manière raisonnée des Ukrainiens, des Russes, etc. Vous voyez? C'est là qu'on ne peut pas être spécialiste dans ce domaine. C'est juste, peut-être, on est spécialisé dans la compréhension. Quand on cherche à comprendre, on va à l'origine des choses, aller à la source. Ça, c'est important. Voilà, et on dit, c'est une démarche qui comporte plusieurs étapes selon une définition plus complète, hein, de gérer des accords entre les deux parties, hein, les deux parties, et volonté de satisfaire leurs besoins par un contrat, et accord final précisant la nature de l'échange. C'est ça qui est plus important. C'est pour cela que euh, vous êtes émissaire pour négocier, négocier pour un pays, pour une partie, pour une organisation, pour une entreprise. Voilà. Vous devez déjà chercher des informations en amont sur votre interlocuteur, la personne avec qui ou bien le groupe avec qui que vous allez négocier, et puis de comprendre dans le but déjà de la négociation. Si c'est pour gérer des désaccords, il faut comprendre déjà l'origine des désaccords. Et après, vous avez déjà votre objectif en tête, c'est arriver à un accord. C'est juste ça. Et après, vous vous débrouillez comme vous voulez. Et au final, il faut qu'il y ait une restitution de l'échange. Toujours une restitution. Ça, je prends le cas quand j'ai lu le rapport de Mako, baron Mako, qui a négocié la dette de l'indépendance haïtienne. Hein. Quand on lit ce rapport-là, on voit c'est exceptionnel. Exceptionnel.
Il a même parlé en revenant d'Haïti, hein, il a dit que tout a été parfait. Il n'y a pas un boulet qui a été utilisé. Il n'y a pas un coup de fusil qui a été tiré. Tout a été parfait, on a négocié. Maintenant, on sape du champagne à bord du navire. On rentre à Paris, on rentre vers Paris, mais on sape du champagne. Voilà, ça c'est important. Vous voyez, il y a une restitution, même comment a été l'ambiance, comment a été l'ambiance pendant, après la négociation, dans l'avion, comment ça a été. Pour montrer, ça donne une idée comment la négociation a été menée. Alors ça c'est important pour montrer vraiment, c'est vraiment, on a mieux géré les conflits. Alors, quelques éléments de définition, on rentre en détail. On parle de notion de divergence, hein, déjà. Sur la négociation, il y a divergence. Quand on parle de divergence, il n'y a pas une divergence purement conflictuelle. Là, on dit divergence si on prend le cas de l'achat d'un produit. Entre un acheteur et un vendeur, il y a divergence. Euh, L'acheteur, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir le produit pour rentrer chez lui. Le vendeur, ce qui l'intéresse, c'est de l'argent. Et le vendeur va essayer de monter le prix du produit pour vendre plus cher et l'acheteur va essayer de descendre le prix du produit pour acheter le produit moins cher. Alors là, il y a une divergence, vous voyez, c'est dans ce sens-là. Et puis, ils ont un intérêt à échanger. Parce que pour l'acheteur, lui, s'il rentre chez lui, s'il n'achète pas le produit, peut-être il va avoir un manque, hein, peut-être c'est un produit utile pour son quotidien. Pour les vendeurs, s'il ne vend pas, ce sera un problème pour lui. Peut-être il attend cet argent-là pour recouvrir des dettes aussi. Ça, c'est important. Ou bien pour acheter des matières premières pour continuer la fabrication. Ça, c'est important. C'est pour cela qu'il y a toujours intérêt à négocier. Marge de manœuvre, c'est que le vendeur a dit, bon, en tout cas, je sais que je n'aurai pas le temps pour ce produit, pour aller acheter ce produit ailleurs. Bon, j'accepte, même si c'est cher, j'accepte. Vous voyez? Marge de manœuvre. Parce que je ne peux pas trouver ailleurs. D'accord? Ou bien pour dire, bon, ces vendeurs-là, je le connais, ils vendent des produits de qualité, j'achète chez lui. Pareil pour le vendeur, bon, je connais cet acheteur, je peux diminuer sur le prix parce que je sais, elle va revenir. Pareil. Alors, type de rapport à adopter par les interlocuteurs, euh, des compétitions, c'est ça, chacun va chercher à prendre le dessus sur l'autre. Conflit, conflit, ça c'est, oui, la discussion. La discussion est très électrique, hein. L'échange est très électrique. Ah, aussi, ces situations vraiment conflictuelles. Alors, prenons l'exemple hein, des échanges entre Donald Trump et Zelensky, et Volodymyr Zelensky. Et coopération, c'est que on sait que on dépend, on dépend. Le fournisseur est dépend de l'acheteur et l'acheteur aussi est dépend du fournisseur. Ça aussi, il y a une relation de dépendance. C'est pareil si vous allez acheter un logiciel comptable pour votre entreprise. Ce logiciel, c'est généralement euh, vendu par des cabinets spécialisés. Et déjà, quand vous achetez la solution, il y a les services après-vente. Et parfois, ce sont mêmes les experts comptables chez eux qui nous accompagnent. On a une relation de dépendance. C'est pareil pour votre fournisseur accès à Internet. Chez vous, vous dépendez de ce fournisseur-là. Parce que si vous voulez quitter votre fournisseur pour passer à un autre fournisseur, on va vous faire payer une taxe aussi. Ça aussi. Ça, il faut penser à ça. Voilà, c'est pour cela il faut coopérer. J'ai pris l'exemple de fournisseurs d'accès Internet, mais on peut prendre exemple en votre université, votre école centre de formation. Il y a une relation de coopération. Vous coopérez. Pardon, c'est ce que vous voyez dans les films, il dit, ah, il faut coopérer, il faut coopérer maintenant. Non, non, c'est pas ça qu'on parle. On parle vraiment de la coopération. Coopère. C'est juste une relation de partenaire.
Alors, prenons l'exemple hein, des grandes distributions et des fabricants de produits. Sans les distributeurs, les fabricants n'auront pas un espace pour vendre leurs produits. Voilà, c'est pour cela qu'il faut coopérer. C'est de la coopération. D'accord? C'est par exemple les vendeurs sur Amazon, c'est de la coopération. Dépendez d'Amazon et Amazon dépend de vous. Parce que sans vous, Amazon va perdre sa force et sans Amazon, vous ne pouvez pas vendre. D'accord? C'est ça. Toujours la notion d'utilité dans la négociation. Pourquoi la négociation est utile? Ça permet de résoudre des désaccords que vous connaissez déjà. Ça permet de prévenir un conflit. C'est pour cela que Donald Trump dit souvent, si j'étais président, il n'allait pas avoir de conflit en Ukraine. Bon, ça, on peut dire, c'est faux parce qu'il était président en 2016. Hein. Le conflit, en plus, il a précisé que le conflit a commencé depuis 2014. Oui, le conflit a commencé en 2014, mais quand il est devenu président, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il avait mis en place hein, des conditions pour pouvoir épargner ce conflit qui s'est éclaté en 2022? Oui, c'est ça. Quelles conditions qu'il a mis en place? Est-ce qu'il a mieux négocié pour qu'il n'y ait pas de conflit? Tout ça, c'est important. Mais on dit que ça permet de prévenir des conflits. Parce que bon, c'est généralement l'adage qui dit prévenir vaut mieux que guérir. Ça, c'est important. Obtenir un bien, oui, ça c'est si on se met côté de l'acheteur et satisfaire un besoin à travers un processus d'échange entre deux personnes, bien, entre deux parties. Alors, quand on parle de satisfaire un besoin, c'est pareil, hein. Je vous ai dit que si vous êtes une entreprise, vous proposez un service à la société, votre service permet de répondre à un besoin, de satisfaire un besoin. Et c'est pour cela que j'ai dit souvent, les entreprises, les chefs d'entreprise doivent toujours avoir en tête qu'ils travaillent avec la société. Ils sont là pour répondre aux besoins de la société. C'est ça. Mais les hommes politiques hein, aussi, les hommes, les dirigeants, les gouvernements, les personnes qui travaillent dans les gouvernements, ils doivent toujours penser qu'ils travaillent pour le peuple, qu'ils travaillent pour le peuple. Le peuple a le droit de les révoquer. Il faut qu'ils prennent le pays qu'ils dirigent ou bien le secteur qu'ils dirigent, hein, le ministère qu'ils dirigent, comme une petite partie qui fait partie d'un grand ensemble, qui fait partie du pays. Et ce sont l'ensemble des citoyens, c'est l'ensemble des citoyens, ce sont les habitants du pays qui embauchent cette personne, qui embauchent ces personnes. Ça, ils devraient avoir ça en tête. Si ces dirigeants, les dirigeants politiques à travers le monde, a cette mentalité, arrive à penser à ça, je pense qu'il n'y aura plus de problème partout comme ça. On sait que si que on travaille en tant que ministre ou président, etc., on est un salarié de l'État, ça veut dire que c'est l'ensemble des citoyens qui nous payent. On sait qu'on a des comptes à rendre devant les citoyens. Bon, j'arrête là parce que c'est important de rappeler, il faut pas aller plus loin. On dit c'est un processus engageant, on dit chaque négociateur met à disposition par contrat les ressources qu'il possède et l'autre ne maîtrise pas. C'est ça. C'est que l'autre ne maîtrise pas, on dit ça souvent, aucun pays ou bien aucune personne ne maîtrise tout. Aucun pays maîtrise tous les savoir-faire du monde. Aucun pays. Ça aussi. C'est pour cela qu'il y ait toujours de l'échange. Toujours, il faut qu'il y ait toujours de l'échange et toujours de la négociation. On dit souvent que chaque négociateur ou chaque négociatrice a en tête deux idées. La première idée, c'est satisfaire son projet et atteindre ses objectifs. Pour satisfaire son projet, elle va étaler des arguments cruciaux qui concernent son projet.
Quand on dit des arguments, on avait parlé déjà des arguments factuels, les résultats du sondage. Euh, parfois, on peut prendre le pour et le contre, mais bon, les résultats des études menées par des cabinets d'études, des chercheurs indépendants qui n'ont pas de financement, qui n'ont aucun financement, avec seul leur propre argent, ces chercheurs-là font un travail exceptionnel. Ils disent les choses parce ils ne sont pas soumis à un dictat. Alors, ça aussi, vous pouvez argumenter à partir de ça. Ou bien aussi le micro-trottoir. Qu'est-ce que le micro-trottoir a dit par rapport à un produit ou un service, hein, sans être partisan. Ça aussi, c'est important. C'est satisfaire votre projet à partir des arguments. Et atteindre ces objectifs, c'est terminer avec la signature. Sinon, ça ne sert à rien. Et là encore, il faut utiliser la technique asiatique, hein, qui dit que il y a toujours une alternative. Il y a toujours une alternative. Cette histoire de rester bloqué ou bien de terminer après avoir passé plusieurs temps de négociation par téléphone, etc. Et après, on va laisser tomber l'affaire, ça ne sert à rien. Euh, Ça peut arriver que vous laissez tomber l'affaire si vous voyez qu'il n'y a vraiment aucune issue et ça peut même impacter votre famille, votre vie. Là, vous pouvez laisser tomber l'affaire. Mais sinon, il faut toujours trouver une solution. D'accord. C'est la technique asiatique. Oui, pour résumer, on a deux, deux idées en tête quand on est négociateur ou négociatrice. Satisfaire son besoin par un argument et parvenir à un contrat, c'est important. D'accord? Parvenir à un contrat. Atteindre ses objectifs et satisfaire son projet et atteindre ses objectifs. Négociation commerciale, hein, bon, pour l'instant, à partir de tout ce qu'on vient de voir, on peut définir autrement la négociation commerciale. On dit que c'est toute démarche et processus de communication dont l'objectif est de confronter les positions, les points de vue, les intérêts et dans le but de parvenir à un accord entre les parties concernées. C'est une définition qui est ici du marketing.fr, e-marketing.fr qui nous donne cette définition. On dit c'est un ensemble des démarches et processus, ensemble des démarches et processus. Ensemble des démarches, qu'est-ce que ça signifie? Avant que vous allez à la négociation avec quelqu'un, soit par téléphone ou bien par visioconférence ou bien en face à face, déjà, il faut chercher des informations sur la personne. C'est ça qu'on avait dit. Vous cherchez des informations sur la personne pour savoir avec qui vous allez négocier. Qui sont ses amis? Et parfois, il y a des contrats qui sont signés à côté de la table, pendant un dîner, pendant un déjeuner. Ça, il ne faut jamais négocier ça. Moi, à mes débuts, j'avais pris ça à la légère. Quand j'ai commencé à travailler, je me rappelle que ma patronne m'avait demandé plusieurs fois, bon, Wilson, non, tu manges avec nous à la pause? Parfois, je décline. Parce que, bon, quand on vient de terminer à l'université, on était à l'école, on a eu notre stage, hein. Après 6 mois, on se trouve dans une grande entreprise euh, et on gagne quand même sa vie au début. Et là, voilà, par rapport à son diplôme. Et puis, il y a un mauvais côté de moi parce que comme je suis ingénieur de formation, les autres n'étaient pas ingénieurs, c'était infirmières, etc. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais discuter avec ces gens? Bon, là, c'était un complexe, hein, que j'ai appris à l'école, école d'ingénieurs, d'accord, qui nous forme, mais qui nous fait en sorte qui nous dit, hein, qui nous met en tête que nous sommes supérieurs par rapport au reste. Ça, c'est complètement faux, complètement faux. Et puis, bon, parfois, on oublie notre entourage familial qui est notre ressort, notre source d'inspiration. Ça aussi. Ça, c'était mon cas. Et puis, bon, voilà, j'ai oublié ça. Alors, ça, c'est important. On dit ensemble des possibilités dès le départ, surtout quand on vous demande déjà de négocier, vous cherchez des informations. Même hein, rencontrer les amis des gens, les amis de ces personnes avec qui vous allez négocier. Ce sont ces amis qui vont vous raconter des anecdotes, etc. Et ce sont ces amis, probablement, qui vont parler de vous avec ce groupe-là ou bien cette personne-là avec qui que vous allez négocier. Ils vont dire, ah ouais, ah, cette dame-là, elle est formidable, ben, je l'ai rencontrée, voilà,
C'est un atout. Hein. Je pense que pour son entreprise, c'est un atout. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, hein, qui est sérieuse, etc., etc. Voilà, ça c'est important. Ce sont des démarches en amont. Vous cherchez des informations, vous regardez même ces pages sociales, ces réseaux sociaux pour voir, bon, ses hobbies. Bon, parfois, les gens cachent leurs hobbies sur les réseaux sociaux, mais bon, une personne qui est active sur les réseaux sociaux, on remarque souvent ses hobbies. Ses hobbies, c'est que ces personnes aiment, hein, déjà, c'est important et vous pouvez amener avec vous. Voilà, je me rappelle que dans une réunion de la rentrée dans une école très prestigieuse en Île-de-France, à Paris, à La Réunion, bon, c'était à l'époque où il y avait le Mandalorien, la série des Mandaloriens qui sortait, ben, j'ai ramené avec moi une peluche hein, de Gogu de Mandalorien, si vous regardez cette série. J'étais avec moi, mais j'avais des soucis de santé aussi. Hein. Et en arrivant à La Réunion, tout le monde était focalisé sur moi par rapport à Gogu. Et tout le monde voulait toucher la peluche Gogu parce que c'était comme ça. Et je n'avais pas pensé à ça au départ parce que je l'avais juste acheté pour mon petit-neveu. J'ai ramené avec moi. Alors, c'était comme ça. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est le côté, le hobby, ce que les gens aiment faire dans la vie, ce que les gens apprécient, ça, c'est important. Leur loisir, leur passe-temps, à partir des réseaux sociaux, on peut découvrir ça. Ça fait partie des démarches dès le départ. Et puis, bon, quelqu'un m'avait dit, hein, un professeur déjà m'avait dit, chaque fois qu'il allait négocier au Mexique, hein, lui c'est un Canadien, chaque fois qu'il allait négocier au Mexique hein, pour un contrat, il était allé plusieurs fois, pendant 2 ou 3 fois, on l'avait fait tourner en bourrique, tout ça, mais sa femme venait d'être accouchée pendant un mois. Il sait très bien chaque fois qu'il aille au Mexique, il passe environ une semaine, il perd son temps. Il dit, bon, au lieu qu'il perd son temps, hein, rester au Mexique, il devrait être à côté de sa femme et son nouveau-né. Il a dit, bon, pas de souci, hein, on va voyager ensemble. Hein. Voyager ensemble. Comme ils avaient un rendez-vous le jour même qu'il voyageait, qu'il allait au Mexique le jour même. Bon, il y avait un problème. L'avion a décollé avec plus de 2 heures de retard. Bon, il a prévenu qu'il allait être en retard. Bon, il a dit, bon, il n'y a pas de souci. Bon, il a mis en tête, bon, à cause de ce retard-là, bon, il n'aura plus de la chance hein, de signer un contrat avec lui. Au lieu d'aller directement à l'hôtel, hein, en arrivant au Mexique, il aille directement au lieu du rendez-vous avec sa femme. Parce que sa femme ne connaissait pas Mexique, il ne voulait pas envoyer sa femme et son enfant à l'hôtel avec un chauffeur de taxi, hein, directement sur le lieu du rendez-vous. Et puis, on l'avait tellement bien accueilli. Et dit, le jour même, en discutant, tout le monde regardait son enfant, lui félicitait pour son enfant, qui est pour son nouveau-né d'1 mois. Et puis, au final, hein, on lui a proposé, hein, le directeur, le patron, hein, lui a proposé, s'il est disponible hein, ce soir, de venir dîner chez lui avec sa femme et son enfant. Voilà. C'est comme ça. Le fait d'être accompagné avec sa femme et son enfant, voilà. La valeur familiale compte beaucoup au Mexique et même dans la société, la valeur familiale compte beaucoup au sein de la société. Ça aussi. Quand on est, bah, c'est pour cela que je vous conseille déjà d'être accompagné d'un enfant, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Et puis, on voit que vous êtes quelqu'un responsable. Voilà, le jour même, hein, proposé, et le lendemain, le contrat a été signé. Il a réservé pour une semaine, et puis il a passé 2 jours au Mexique à négociation du contrat. Le troisième jour et quatrième jour, il a fait du tourisme avec sa femme et son nouveau-né. Il a fait du tourisme, il a profité. Le contrat a été signé. Voilà. Ça, c'est une anecdote que le professeur m'avait expliqué. Ça, c'est important dans la négociation. Les démarches en amont, ce processus. Déjà. Et puis, on dit, hein, dans le but
confrontez votre proposition, c'est sur le lieu de la négociation, vous confrontez votre position et votre point de vue, et votre intérêt et votre attente. Et quand vous présentez votre intérêt et votre attente, intérêt, ce n'est pas intérêt pour vous personnellement, pour votre entreprise, c'est intérêt pour les deux parties, ça aussi. Voilà, vous dites, alors, vous montrez que c'est gagnant-gagnant, vous ne perdez pas. Au contraire, vous montrez que c'est, bon, quand vous ne perdez pas, vous dites à l'autre interlocuteur que vous ne perdez pas. Au contraire, c'est moi qui perds. Vous voyez, vous montrez par, avec des arguments factuels si vous perdez par rapport à aux objectifs que vous avez fixés au départ. Voilà. Et puis, autre chose pour dire que ça ne concerne pas que vous, ça concerne déjà l'ensemble de votre organisation pour montrer que votre bonne foi dans la négociation. Et voilà, au final, ça permet de parvenir à un accord. On dit toujours deux parties, hein, on dit le point de vue de l'acheteur, c'est ça qu'il faut poser la question. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? Désolé. Qu'est-ce que j'ai besoin? Et puis, le point de vue du vendeur, mon offre est-elle meilleure du marché? Parce que mon offre, c'est meilleure du marché. Voilà, c'est ça. Et l'intérêt pour l'acheteur, c'est avoir un bien qui répond à son besoin ou qui permet de satisfaire son besoin ou au meilleur avantage possible. C'est ça. Avoir le bien, satisfaire son besoin, mais pas cher, hein, il ne faut pas être exagéré. Et l'intérêt pour le vendeur, c'est vendre son bien, c'est débarrasser de ce bien-là qui est dans son stock. Il faut vider les stocks, ça c'est important, pour rentrer de l'argent à la caisse. Alors, ça c'est important. Ouais. Euh, on a déjà parlé de ça, c'est dans l'optique gagnant-gagnant. Quand vous réalisez la négociation, quand vous faites la négociation, c'est dans l'objectif gagnant-gagnant. Ce n'est pas gagnant-perdant, c'est l'optique gagnant-gagnant. Chaque partie gagne au final. D'accord? C'est important. Et on a chaque partie a un point de vue. Le but, c'est de rapprocher ces points de vue. C'est trouver un point commun pour voir ce qui nous rassemble dans chaque point de vue. Et si vous êtes en présence d'un négociateur ou d'une négociative agressive, une négociatrice agressive, et cette négociatrice va toujours chercher à prendre le dessus. Alors, utilisez ces mêmes mots pour prendre le contre-pied. Utiliser ces mêmes mots, ces arguments, pour prendre le contre-pied de son sujet. Mais si, quand vous utilisez ces mêmes mots, ces mêmes narratifs, vous dites oui, là, vous avez raison. Après, vous ajoutez un par contre ou bien cependant, et ça change tout. Quand vous dites là, vous avez raison, là, vous flattez son ego. Quand vous flattez son ego, vous mettez cette personne ou ce profil dans votre poche. D'accord? Parce que ça permet de trouver un compromis. Au final, il faut qu'on signe le contrat et on passe à la chose. Alors, ça, c'est quelques conseils pour être un bon négociateur ou une bonne négociatrice. Il faut être un simple vendeur. Vous pouvez être un simple vendeur, un simple acheteur. C'est parti. Un collaborateur dans une équipe marketing, ressources humaines, etc. d'une entreprise. Ou bien un expert en communication, il faut que vous savez manier l'art de la négociation, en négociation verbale et non verbale, négociation corporelle, tout ça c'est important. Il faut être flexible aux exigences de l'acheteur, de l'acteur, voilà, en présence, de la personne en présence. Il faut être flexible. Il ne faut pas être trop rigide dans votre... Il faut accepter de perdre. Il faut accepter de perdre. Vous vendez des produits, il faut accepter de perdre. Vous perdez en largeur, vous gagnez en longueur. C'est comme le thème qu'on emploie souvent dans les Caraïbes. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, les gens qui disent, hein, bon, il n'y a pas de souci, je vous fais une réduction. Je vous fais une réduction hein, du, du
15-20%. Parfois, c'est juste écrit. On dit 15-20%. C'est la stratégie qu'on utilise. Parfois, on monte le produit, on monte le prix du produit. Un produit qui euh, devrait coûter 15 dollars, vous dites, hein, bon, on va mettre 16 dollars et après, on va mettre un pourcentage de réduction. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Pour comprendre mieux cette stratégie, essayez de regarder comment AliExpress procède. On voit AliExpress, parfois, on voit le prix affiché sur un produit. Le prix qui est affiché sur un produit, on voit parfois, c'est dire, ce produit-là coûte 250 dollars, par exemple. 250 dollars pour le produit, livraison gratuite. Mais vous allez regarder sur une autre boutique de AliExpress, au lieu que vous payez 250 dollars pour ce produit, vous allez payer le produit 50 dollars. Par contre, la livraison est 200 dollars. Vous voyez, c'est comme ça ils jouent avec les choses. C'est comme ça ils jouent avec les choses. Ils jouent avec la psychologie des gens. Et puis, hein, si la personne, après, vous pouvez dire, bon, pas de souci, si ça coûte 200 dollars, si m'achète deux produits, est-ce que ça va me coûter? Et c'est seulement 200 dollars, je vais payer pour la livraison. Mais non, pas du tout. Et contrairement aux autres produits que vous voyez sur d'autres boutiques, à partir de 3, vous achetez, il y a une réduction. Un produit livraison gratis. Hein. Ouais, il y a une réduction. Vous voyez, vous faites cette comparaison, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et voilà, ça c'est important. Il faut toujours être flexible et il ne faut pas dire que vous êtes fabricant, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes auto-entrepreneuse, vous débutez votre travail, vous débutez, vous n'avez pas beaucoup de moyens. Il ne faut jamais dire, bon, ce que je vais faire, je vais réduire le coût pour vous, je vais réduire par le coût, le prix. Non, il ne faut pas réduire. Au contraire, vous pouvez donner des échantillons gratuits. Votre but, c'est vendre. Vendre et rentrer de l'argent pour refaire à nouveau et revendre. Si vous réduisez le coût, si vous réduisez le prix, alors là, vous impactez votre coût de production. C'est pas ça qui est important de faire. C'est de donner un échantillon gratuit. C'est ça. Il faut travailler sur la flexibilité. Quand on dit flexibilité, c'est vrai par rapport au prix. Bon, je vous donne un avantage. Il y a un produit gratuit, un échantillon gratuit. Ça aussi. D'accord? C'est ça, on dit, hein, un vendeur vend des solutions, pas un produit. D'accord? Ça, il faut que vous ayez ça en tête. Vous vendez des solutions, ce n'est pas un produit que vous. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Quand la personne va dire, ouais, c'est cher, c'est exagéré. Non, oui, c'est cher, mais vous ne savez pas. Ce que vous êtes en train d'acheter là, c'est bon pour tel problème. Ça permet de répondre à tel problème. Ça permet de proposer telle solution. Ça permet de résoudre tel problème. Et en même temps, dans la composition de ce produit, il y a tel produit qui est bon pour qui donne tel effet sur le corps, il y a tel produit qui permet d'améliorer telle partie du corps, tel produit, etc., etc. Vous argumentez, dépendamment de votre produit ou service. Pareil, bon, si on parle des solutions informatiques, c'est pareil. Vous dites que cette solution permet, est exemple des virus déjà. Vous avez déjà le service après-vente. Nous sommes toujours là pour vous écouter, pour vous guider. Et puis, ça permet d'augmenter ou bien d'améliorer votre efficacité à 50%. Comme ça, au lieu de passer 3 jours sur cette tâche, vous allez passer euh, un jour et demi, et puis les autres jours, vous allez consacrer à d'autres tâches. Vous voyez, c'est ça, solution. Dans ce sens-là, et il faut trouver des arguments. Des arguments pour pour être un bon vendeur, il faut être un stratège. Un stratège cherche toujours à avoir tout de manière 360 degrés. Ne vois pas le côté négatif. Si on est un stratège en face d'une personne négative, vois le côté positif. Toujours le côté, cherche toujours à trouver le côté positif de la personne, cette stratégie. Et puis, hein, accepte les attaques. Ça aussi, c'est important. En gros, je pense que ce sont ces points qui sont essentiels pour voir. On devrait voir en tant que qualité bon, d'un bon commercial. Il faut savoir vendre, il faut savoir acheter, il faut savoir jouer un rôle dans une équipe, collaborer, et être
expert en communication, c'est maîtriser des codes de communication, les codes que vous parlez d'un sujet. Si vous parlez de l'agriculture, vous connaître les codes de l'agriculture. Déjà, si vous parlez de la restauration, il faut connaître les codes de la restauration, savoir les principes d'hygiène, hein, tout ça, et comment gérer une salle, ça c'est important. Si vous parlez du tourisme, hein, et pareil, il faut connaître les codes du tourisme, par exemple les réservations, comment gérer les réservations, et les visites des lieux, tout ça, etc., etc. Voilà, les bases de la négociation, pour bien aller comprendre, travailler sur la négociation, c'est déjà, c'est comparable à une compétition sportive. Une compétition sportive, il y a toujours des équipes ou bien des partenaires ou bien deux groupes en présence. Euh, ou des interlocuteurs en présence, dépendamment du type de sport. Déjà, le but, déjà, c'est de sortir déjà gagnant sur quelle que soit la forme. Ça aussi, ça, il faut mettre ça. Soit vous gagnez le public, hein, vous vous faire connaître, hein, et bien vous gagnez un combat face à un adversaire, ou bien vous arrivez, vous remportez tout, vous terrassez tout sur votre passage, vous remportez la compétition. Ça, c'est important. Et ça permet de faire face à des adversaires qui veulent gagner. C'est pour cela qu'il faut laisser rien au hasard dans la négociation. La négociation, il faut laisser rien au hasard. Si vous regardez les matchs du foot, hein, surtout les matchs du foot, juste une petite erreur peut coûter un match. Par exemple, un joueur qui commet une mauvaise faute dans la surface de réparation, voilà, s'il commet la faute sur un joueur adverse, hein, et bon, penalty, ça peut basculer le match. Pareil, ou bien un joueur qui prend un carton rouge au commencement d'un match, hein, ça peut tout basculer. Vous voyez? Ou bien un joueur qui insulte un autre joueur avant le match commence, hein, un joueur de l'équipe adverse, ça peut provoquer une animosité, bon, bien de faire et la motivation, ça peut de faire remonter la motivation de l'équipe en face. Et puis, il faut dire, bon, il faut qu'on fait payer, hein, pour son insulte. Comme ça, et puis ça change automatiquement. Et puis, hein, par rapport à ça, je parle de ça, c'est que Lisa Razou qui avait parlé de Ronaldo da Lima du Brésilien pour la finale 1998. La veille de la finale, il y avait trois joueurs qui avaient des problèmes, qui étaient à l'hôpital, dont Ronaldo était à l'hôpital. Il était à l'hôpital depuis 3 heures du matin jusqu'à midi et demi, 1 heure. Il n'était même pas sur la feuille de match. C'est par rapport à la pression brésilienne, de la presse brésilienne, on dit coûte que coûte, il faut qu'il joue. Ronaldo. Et il y a Roberto Carlos, pareil. Et les joueurs de l'équipe de France savaient ça, étaient au courant, ils avaient dit, bon, c'est à l'époque que maintenant on voit quand on présente la France, c'est une grosse équipe de foot, tout le monde a perdu la France. À l'époque, les Français étaient très fans du Brésil, parce que quand le Brésil jouait, tous les Français étaient derrière le Brésil. Et, bon, en arrivant sur le terrain, ils ont vu Ronaldo est dans la liste, Roberto Carlos, et puis arrive sur le terrain, hein. C'est ça qui les a motivés. Ils ont dit, bon, par rapport à ça, ils n'ont aucun respect pour nous, ils nous ont menti, on va être motivés. Ces jours-là, hein, que les Français étaient différents. On avait vu, c'était les Français qui étaient les Brésiliens et les Brésiliens étaient les Français. Ça aussi. Mais les gens n'en parlent. Mais c'est Lizarazu Vicente Ligato qui était un joueur de l'équipe de défense qui racontait ça. Il raconte une histoire pareille. Vous voyez, ça aussi, ça, c'est important aussi. C'est que l'adversaire veut gagner aussi. Il faut toujours s'entraîner et se préparer. C'est ça que je vous ai appelé en amont. Vous cherchez des informations sur le groupe ou bien la personne avec qui vous allez être en contact. Et puis, si vous allez acheter un produit sur un marché quelconque, vous vous informez déjà. Maintenant, avec Internet, vous vous informez ou bien vous appelez des gens, des amis, des membres de famille pour vous parler de ce produit, combien ça coûte et où on peut trouver, est-ce que c'est de qualité ou pas, etc. C'est ce que vous pouvez vous entraîner et vous préparer. D'accord? Bon, si ça va dérouler dans un lieu, vous ne connaissez pas le lieu, vous avez des moyens de déplacement, vous pouvez vous déplacer.
ou bien vous appelez des gens qui habitent à proximité pour vous expliquer comment est ce lieu, comment je peux me diriger si j'arrive à l'aéroport, ou bien si j'arrive à la gare, si j'arrive oui, à la gare, ou bien si je viens en voiture, comment je peux me diriger. Voilà, ça c'est important. Vous vous préparez. Connaître les points forts et les points forts et les points faibles de l'adversaire. Bon, désolé, j'ai dit points forts, ça, j'ai mélange fort et faible. Alors, les points forts et les points faibles de l'adversaire, c'est ça, hein. On sait déjà, par exemple, avec Donald Trump, on sait quel est son point fort. Est-ce qu'il a un point fort? Si on va négocier avec Donald Trump, son point fort, c'est déjà de s'imposer sur les adversaires. Et son point faible, c'est de ne pas maîtriser les dossiers. Ne pas maîtriser les dossiers. Ça, c'est son point faible. Ça, c'est important. Et quand vous êtes en présence de personnes qui ont des points faibles, vous savez comment prendre ces personnes. Et ça, c'est important. Bon, parfois, c'est difficile, là. Mais si vous êtes au courant ou bien vous travaillez dans une entreprise, vous connaissez, il y a un ancien collaborateur qui a déjà participé une, euh, dans une négociation avec ce groupe-là ou bien avec ces personnes-là, vous pouvez demander des renseignements. Mais vous renseignez, parce que c'est important. Connaître son environnement, et ses objectifs et ses motivations, on a déjà vu ça, et toujours avoir une stratégie, élaborer une stratégie. Il faut jamais aller sans stratégie. Mais quel que soit ce que vous faites dans la vie, il faut qu'il y ait une stratégie. C'est pour cela quand on voit les experts qui critiquent un président comme Donald Trump, ils disent, et c'est vrai, il veut faire des choses, mais ça manque de stratégie. On voit les hommes politiques souvent veulent faire des choses rapidement parce qu'il y a la pression de la rue, il y a la pression du peuple, mais parfois, ils passent à côté de leur plan d'action. Pas un plan d'action. Pour cela, il faut qu'il y ait toujours un plan d'action, un plan de négociation. Dans le plan, vous faites tout, vous ajoutez un résumé dès le départ sur le but de la négociation, comment vous vous présentez en fonction du nombre de personnes en face de vous. Vous cherchez déjà à projeter s'il y a un délégué, un président PDG, ou bien directeur général, ou bien d'autres profils. Comme ça, vous vous préparez en amont. C'est pour cela qu'il faut faire des séances à blanc. Des séances à blanc, vous réunissez un groupe de personnes autour de vous, vous vous attribuez des postes, des rôles, et puis vous faites des jeux de rôle. Ça, passe très bien. Vous vous préparez, vous vous entraînez. Et pareil par rapport à ça, essayez de faire passer les personnes pour des médiocres aussi, hein, qui sont dans votre équipe, et aussi certaines personnes pour des médiocres, et d'autres comme des tyrans aussi. Euh, et aussi des personnes qui maîtrisent tout. Bon, en quelque sorte, vous passez pour la personne qui ne maîtrise rien du tout, pour voir comment vous allez traiter les objections. C'est pour cela c'est important dans votre plan de négociation, dans votre stratégie. Quand on dit tester la stratégie, ça c'est important, il faut toujours tester. Et lors du test, il faut déjà passer à l'étape correction à la fin du test. Ça permet d'anticiper sur les objections et anticiper les réactions et aussi préparer des réponses adaptées. C'est ça. Bon, il y a un groupe politique, enfin, je ne vais pas citer, qui dit, bon, c'était dans une interview, on a dit pourquoi je vois vous êtes toujours à l'aise malgré les gens cherchent à vous déstabiliser. Elle a dit bon, ils posent toujours les mêmes questions, on s'est déjà préparé, c'est pour cela, sur chaque sujet qu'ils viennent et on a déjà les réponses. C'est pas, nous ne sommes pas en pilote automatique, mais on a déjà préparé tout en amont. Ça montre que ce sont des gens qui travaillent. C'est ça, ce sont des exemples hein, et, à prendre en considération. Ce sont des exemples euh, que si vous avez des exemples hein, comme ça dans votre entourage, dans le lieu où vous vous trouvez, ce sont ces exemples qu'il faut prendre en considération pour vous imiter. Alors, quels sont les facteurs qui permettent de réussir une négociation? C'est d'accepter les objectifs, motivations et les préoccupations de chaque partie. Ça aussi, de vos objectifs et les objectifs de l'interlocuteur. Les motivations de l'interlocuteur et vos motivations. Euh, Valoriser la qualité de votre proposition, déjà de mettre en valeur ce que vous proposez. Pour mettre en valeur, c'est pas juste moi, c'est meilleur ou tout. Non, 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 c'est meilleur. Pourquoi? Il faut justifier. Il faut justifier, il faut argumenter. Si on dit mon bocal de beurre de cacahuète, hein, c'est meilleur par rapport à ce que vous trouvez sur le marché, je dois argumenter pourquoi.
mon bocal, dans mon bocal, et c'est vrai, il y a, c'est à base de cacahuètes, et c'est enrichi de micronutriments, par exemple, du potassium, calcium, etc. Vous voyez, c'est enrichi. Et aussi, j'ai ajouté des épices, pourquoi pas. Vous voyez, c'est ça. C'est ça pour montrer que vous êtes vraiment meilleur. Il faut trouver des argumentaires factuels. Voilà, manifester des comportements positifs en toute situation. Voilà, même si la personne cherche à vous insulter dans la négociation, vous gardez votre calme. Vous gardez votre calme et vous écoutez, vous prenez des notes. Et quand vous allez parler, vous allez et mettre la personne à sa place gentiment, sans faire du bruit. Sans faire du bruit. Là, vous m'avez dit, et vous m'avez traité de tel ou bien d'imposteur. Je suis d'accord avec vous, mais par contre, si vous parlez d'imposteur, ce que j'ai présenté, ça n'a rien à voir à une imposture. Ce sont des informations vérifiées, chiffrées, etc. Vous parlez comme ça, vous mettez la personne dans votre poche. La personne va se sentir au moins honte, même dans son équipe, et après on va dire, mais là, vous étiez exagéré pour traiter la personne de ça. Voilà, c'est pareil, hein, j'étais dans une réunion, hein, il y avait une personne, hein, c'était une négociation qui avait dit, bon, je ne comprends pas, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Bon, je connaissais d'autres organisations qui avaient osé ça, mais vous faites que spéculer. Et puis, le directeur avait été énervé pour parler très mal à la pour parler comme ça. On voit la personne chercher à nous insulter, mais il faut laisser passer. Parce que sinon, on pourrait aussi citer des exemples, hein, des choses, hein, des choses qu'ils ont fait dans le passé qui n'étaient pas trop correctes, hein. Bon, voilà, c'est ça. Et essayez toujours de garder votre calme. D'accord? Ça, c'est important. Même si votre adversaire ou interlocuteur est très agressif contre vous. Alors, oui, oui, manifeste des attitudes très agressives envers vous. Voilà. Et puis, conclure toujours par une note positive. Ça, il ne faut jamais oublier. Si vous terminez sur une note négative, c'est que vous n'avez pas négocié. Il faut toujours terminer par une note positive. Positive. Si vous terminez l'échange, que vous voyez la personne reste toujours sur sa position et vous défendez une position noble, c'est qu'il faut projeter une nouvelle réunion. Il faut projeter une nouvelle réunion. D'accord? C'est ça. Ça vous permet toujours de terminer par une note positive. Vous projetez une nouvelle réunion, ça c'est important, c'est déjà positif. Voilà, c'est toujours vendre à tout prix votre position, mais il faut que votre position soit correcte aussi. Ça aussi, hein, déjà, il faut toujours justifier. Parfois, la personne qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui représente sa hiérarchie. La personne n'a pas de marge de manœuvre pour décider. C'est pour cela, il faut argumenter pour que la personne puisse aller raconter ce qui s'est passé à son interlocuteur. Voilà. Pour une démarche méthodique de la négociation, euh, ça vous permet de travailler votre accroche déjà, de découvrir l'environnement plus ou moins et accepter euh, et la négociation et puis préconiser, enfin traiter aussi euh, des informations importantes. Et puis, bon, voilà, pour mieux vous former. Il faut que mieux vous former sur la négociation, notamment sur les stratégies d'achat et les tactiques de négociation. Ça, c'est important pour vous. Sur la psychologie des négociateurs aussi, hein. Ça permet de traiter les objections, de contourner les tactiques ou les stratégies de déstabilisation, parce que ça, c'est important. D'accord? Euh, Ça, c'est important. Bon, en gros, on s'arrête là. C'est tout ce qu'on devait voir sur les généralités. Je pense que toutes ces notions qui paraissent un peu ésotériques pour l'instant, on va essayer de rentrer beaucoup plus dans les détails. D'accord? On va rentrer beaucoup plus dans les détails. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Baraka School, qui propose cette plateforme de formation. Et puis, nous ajouter sur LinkedIn, Baraka School, hein, si vous tapez Baraka School.
eh bien, vous abonner à notre chaîne YouTube Baraka School qui vous permet d'avoir ces contenus. Et aussi, vous pouvez nous écrire pour cette formation dispensée euh, sur la plateforme, mais qui a été mise en place par MMFLP sur impact10k@baraka-school.com. Le site web, c'est ce site web-là que vous avez accès, www.baraka-school.com. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les forums de discussion. Si vous avez des questions, posez-les. Et à la semaine prochaine, on va aborder le premier module ou le premier chapitre sur l'initiation à la négociation. Notamment, on va parler de la prospection. Pourquoi c'est important de faire de la prospection. D'accord? C'était toujours votre serviteur qui est toujours là pour vous proposer ces contenus. Et puis, j'ai remercié la plateforme MMFLP, dont la directrice Émilie Chaffon, et également un remerciement à la présidente du MMFLP, Madame Dédé Kouaïvogui, qui a pensé à cette initiative qui vous permet d'aller plus loin dans le cadre de votre travail personnel et professionnel. Et aussi, la négociation, ça touche à tout. Il faut tout, mais bon, je n'ai pas dit tout maîtriser. Il faut faire appel à vos expériences passées, à vos récits de vie et puis à votre entourage, ce que vous avez appris dans votre entourage, pour quand vous négociez, présenter des argumentaires. Quand on dit il faut maîtriser l'art de la communication pour bien négocier, c'est de communiquer avec des arguments, d'accord? Et des arguments, pas des arguments fallacieux, plutôt des arguments qui correspondent à des codes ou bien qui correspondent à des récits ou bien qui correspondent à des expériences passées. À bientôt.